Un jour, j'arrivais à la boutique et je trouvais mon patron et un collègue assis dans le bureau dans un silence pesant. Ils fixaient l'écran de l'ordinateur, un énorme pavé de texte posté sur l'un des sites. Je leur ai demandé ce qui se passait et ils m'ont fait le résumé. L'une des plus grosses collections de cartes Yu-Gi-Oh! De tout le pays venait d'être volée. Ce que je m'apprête à vous raconter est probablement la chose la plus dingue qui me soit jamais arrivée. S'il y a un seul événement de ma vie qui dépassait le simple vécu perso et qui ferait un bon film, ou un court-métrage, ou un truc du genre, ce serait celui-là. En 2012, je travaillais dans une boutique de cartes à Pittsburgh. Mais ce n'était pas un magasin de cartes de vœux. On achetait et on vendait des jeux de cartes à collectionner, des TCG. Je parle de trucs comme les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, ce genre-là. Dans le cadre de notre boulot, on était très actifs sur des forums et des sites liés aux différents TCG. Surtout quand il s'agissait des fils d'achat, vente, échange. On faisait beaucoup de business via ces forums et c'était aussi là qu'on obtenait toutes nos infos sur les mises à jour et les nouvelles sorties des TCG qu'on gérait. Un jour, j'arrivais à la boutique et je trouvais mon patron et un collègue assis dans le bureau dans un silence pesant. Ils fixaient l'écran de l'ordinateur, un énorme pavé de texte posté sur l'un des sites. Je leur ai demandé ce qui se passait et ils m'ont fait le résumé. L'une des plus grosses collections de cartes Yu-Gi-Oh! De tout le pays venait d'être volée. Et d'après le poste, le cambriolage avait été absolument horrible. 2 mecs en cagoule de ski avaient fait irruption chez le collectionneur, l'avaient ligoté sous la menace d'une arme, puis l'avaient torturé jusqu'à ce qu'il lâche ses biens. Le collectionneur gardait ses cartes les plus rares et les plus précieuses dans un coffre-fort, et exposait le reste, les moins chers. Sauf qu'au lieu de juste embarquer des classeurs de cartes au hasard, les voleurs semblaient savoir que les plus précieuses seraient planquées quelque part sous clé, comme s'ils avaient eu des infos sur les habitudes du gars. Le type avait fini à l'hôpital et il avait dû recevoir une transfusion d'urgence à cause de tout le sang qu'il avait perdu. Je crois qu'il avait essayé de les convaincre de prendre les cartes moins chères ou un truc comme ça. Mais eux savaient que s'ils le brûlaient un peu plus ou s'ils le coupaient davantage, il finirait par céder. Et ils avaient eu raison. Le poste expliquait ensuite que littéralement des milliers de dollars de cartes avaient été dérobés, et mettait en garde tous les collectionneurs et vendeurs de la côte Est, surveillait ses arrières et gardait l'œil ouvert au cas où la collection volée réapparaîtrait quelque part. Autant vous dire qu'on était tous sous le choc. Les vols dans la communauté TCG, ce n'est pas si rare, mais on n'avait jamais entendu parler de quelque chose à cette échelle-là. Cibler un gros collectionneur de cette façon, avec un niveau de préparation pareil, c'était déjà flippant. Mais l'avoir torturé, ça, c'était horrifiant. Mais pas aussi horrifiant que le lendemain quand un visiteur très particulier est entré dans notre boutique. Je ne bossais pas sur ce créneau-là, mais mon patron m'a raconté l'histoire après. C'était un après-midi en semaine, donc le magasin était quasiment vide, à part un habitué, quand un client franchement étrange s'est pointé. En parlant d'habitués, on gagnait la plupart de notre argent grâce à un petit noyau dur de clients réguliers. De temps en temps, un gamin et un parent passaient pour jeter un œil à des decks de démarrage Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Et pour une première visite, la plupart des gens correspondaient à l'un de ces archétypes de geeks assez reconnaissables. Sauf que, le lendemain de l'histoire du collectionneur cambriolé, la personne qui a poussé la porte du magasin n'avait absolument pas le look d'un passionné ou d'un curieux. Mon patron m'a dit que le type ressemblait à un mécano ou un truc du genre. J'ai vu les images de la caméra de sécurité moi-même et, honnêtement, c'était exactement ça. Le gars portait une salopette de travail sale, des lunettes de soleil qui lui couvraient les yeux, et il avait les cheveux courts, brun roux. Il s'est avancé jusqu'au comptoir en tenant juste un sac plastique très fin. Il l'a posé dessus et il a dit à mon patron qu'il avait des cartes à vendre. Mon patron était un gars malin, alors au lieu de lui poser une question trop directe, il lui a demandé depuis combien de temps il collectionnait, histoire de récolter des infos sans confrontation.
Le type a répondu qu'il n'était pas collectionneur et qu'il avait hérité des cartes de son frère, décédé prématurément. Mon patron lui a présenté ses condoléances et le gars a ajouté qu'il essayait de réunir de l'argent pour payer l'enterrement de son frère. Alors il s'était dit qu'il passerait voir si les cartes valaient quelque chose. Mon patron lui a promis de le payer honnêtement pour tout ce qu'on pourrait revendre. Puis il a ouvert le sac pour voir ce que le gars avait apporté. D'après mon patron, il est resté bouche bée en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait un mélange de cartes Yu-Gi-Oh extrêmement rares, protégées par un ensemble de protège-cartes et de protections en plastique rigide. Il y avait une Cyberstein, une paladin des ténèbres, 2 soldats du lustre noir et un dragon empereur du chaos pour ne citer que celle-là. À l'époque, c'était certaines des cartes les plus rares du marché. Mais au milieu de tout ça, mon patron a commencé à repérer des cartes comme Grande Prêtresse de la Prophétie, numéro 11 Gros Œil et Livre de Magie du Jugement. Des cartes sorties quelques mois seulement auparavant, et pas toutes dans le même set, ce qui signifiait que quelqu'un s'était donné beaucoup de mal et avait probablement dépensé pas mal d'argent pour les obtenir rapidement toutes ensemble. Mon patron a commencé à se dire que le frère décédé devait être un collectionneur très sérieux. Alors, de la façon la plus polie et respectueuse possible, il a demandé au gars comment s'appelait son frère, au cas où ce serait un habitué qui était venu quand il était encore vivant. Le type a lâché un nom que mon patron ne reconnaissait pas, puis il a mentionné qu'il n'était pas du coin. Et c'est là que mon patron a commencé à comprendre quelque chose. Le collectionneur Yu-Gi-Oh cambriolé la semaine d'avant vivait de l'autre côté de la frontière, dans l'Ohio, quelque part près de Cleveland je crois, mais ne me prenez pas au mot là-dessus. Bref, mon patron s'est dit que si vous braquez un gros collectionneur, le truc intelligent à faire, c'est de traverser une frontière d'État pour garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Puis il s'est mis à réaliser qu'une bonne partie des cartes que le type avait apportées ce jour-là étaient exactement du genre de celles qui avaient été volées au collectionneur. En particulier des cartes comme numéro C104, Mascarade Horreur de l'ombre. Et petit à petit, il a compris que l'histoire du frère mort subitement n'était qu'une histoire. Mon patron, fidèle à lui-même, a baissé la voix et a dit au type en salopette un truc du genre « Écoutez, je vais être honnête avec vous, mon gars, ces cartes valent une sacrée somme. Bien plus que ce qu'on a en caisse là, maintenant. Mais si vous me laissez jusqu'à vendredi, je peux réunir 5000 $ en échange de toutes les cartes de ce sac. Ça vous paraît correct ?» Le type a souri, a hoché la tête. Mon patron lui a demandé un nom et un numéro de portable au cas où il devrait le contacter. Le gars a dit qu'il s'appelait Ricky, puis il a sorti une excuse comme quoi il attendait son nouveau téléphone, mais qu'il repasserait à 100% vendredi après-midi pour conclure la vente si on était toujours partant. Mon patron lui a serré la main, lui a fait une remarque à moitié blagueuse en lui répétant de revenir vendredi et il l'a regardé sortir du magasin. Il a dit que les minutes suivantes avaient été surréalistes. Il est retourné sur l'ordi et il a relu le post sur le collectionneur cambriolé. Un texte écrit, je crois, par l'un des potes du gars vu que le collectionneur était à l'hôpital. Moi aussi, j'ai vu ce pavé et j'ai vu qu'il contenait une liste très détaillée de ce qui avait été volé. Sans doute préparé pour aider la police, mais ça permettait aussi à mon patron de vérifier si tout correspondait à ce qu'il venait de voir dans le sac. Et chaque carte dans ce sac figurait sur la liste des cartes volées au collectionneur. Chacune. Toutes sans exception. Qu'est-ce que mon patron a fait ? Il a appelé la police. L'agent au bout du fil ne savait rien du cambriolage en Ohio, donc mon patron a commencé par lui raconter tout le contexte. L'officier a pris une description du type, a posé quelques questions de routine, puis mon patron lui a expliqué le truc du « revenez vendredi ». Mon patron m'a dit qu'il y avait eu un blanc au téléphone, puis le flic lui a demandé, avec ce ton d'incrédulité, « Vous avez organisé le retour de ce type au magasin, avec la promesse de 5000 $. Le flic lui a dit qu'il devait passer quelques coups de fil, mais qu'il reviendrait vers lui au plus tard le lendemain matin. Sauf que, quelques heures après, le flic a rappelé pour dire à mon patron qu'il allait recevoir un appel de 2 détectives de la brigade des crimes majeurs qui venaient d'entrer en contact avec leurs homologues en Ohio. En gros, notre magasin allait devenir le centre d'une opération d'infiltration inter-État. Et pour ne pas griller la couverture des flics, on devait revoir quelques points avec eux pour jouer correctement notre rôle. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai appris que c'est moi qui travaillerais le jour du coup. Donc, vendredi matin, je débarquais au boulot et je trouvais 2 gamins assis dans le bureau du manager. Et quand je dis 2 gamins, je veux dire
2 gamins. On aurait dit des lycéens en terminale grand max. Mais dès que je leur ai demandé qui ils étaient, ils m'ont chacun montré un badge brillant marqué police d'État. Ils avaient la vingtaine, avec un rasage tout frais, des hoodies amples et de vrais boutons de fin de puberté. Ils avaient exactement la tête de 2 mecs qui traînent dans une boutique de thé séché. Avant l'ouverture, on a revu les derniers détails. En gros, nous devions simplement faire notre boulot comme d'habitude et si le suspect se pointait, on devait faire la vente comme prévu. En aucun cas, on ne devait intervenir de près ou de loin. Et quand la police passerait à l'acte, on devait se replier à l'intérieur du magasin jusqu'à ce qu'on nous dise que c'était bon. Pas d'arrestation citoyenne, pas d'héroïsme, rien. Et ça nous allait très bien. Le type avait déjà torturé quelqu'un presque à mort. Et comme les flics l'expliquaient, il y avait probablement quelqu'un qui l'attendait dans une voiture pour détaler, puisque l'invasion de domicile et la torture avaient été commises par 2 suspects, pas un seul. Bref, toute la matinée, les flics sont restés en planque de l'autre côté de la rue. Puis, en début d'après-midi, ils sont entrés dans le magasin pour faire leur numéro, jouer 2 clients indécis. Ils sont restés des heures. Le suspect n'est pas arrivé avant 15h30, alors il faisait les 100 pas, il traînait, il discutait avec nous de nos jobs, de jeux de cartes, de tout ça. On fermait à 17h30, donc quand 15h30 est arrivé, on commençait même à se demander s'il allait venir. Et puis, d'un coup, il est entré. Le suspect, avec la même salopette sale, les mêmes lunettes de soleil. Pendant quelques minutes, la tension est montée d'un cran, le temps que mon patron vérifie les cartes. Quand il eut fini, il a en gros donné le feu vert aux 2 infiltrés. Moi, je m'étais déjà positionné vers le bureau en essayant d'avoir l'air le plus normal possible quand mon patron a dit « Merci de les avoir amenés, mon gars. Je vais aller au bureau chercher vos trucs. » Et au moment où on rentrait dans le bureau, avec l'intention de fermer et verrouiller la porte derrière nous, on a juste entendu « Police d'État, montrez-moi vos mains !» On a regardé les écrans des caméras de sécurité depuis le bureau. Les 2 flics au visage de bébé s'approchaient du suspect, arme sortie. Il n'a même pas essayé de fuir ni de se battre. Il a fait exactement ce qu'on lui a dit. Il s'est mis à genoux, ils l'ont plaqué au sol et ils lui ont passé les menottes. Pour nous, ça a été un soulagement énorme. On avait brièvement évoqué la possibilité d'un échange de tirs, et dans ce cas-là, on aurait juste eu à se coucher dans le bureau et prier pour qu'aucune balle ne traverse un mur. Mais l'arrestation en elle-même a été rapide et presque anodine. Le type a obéi, point. J'imagine qu'il était surtout sous le choc de s'être fait avoir comme ça. Il avait vu 2 geeks en entrant et la seconde d'après, il lui hurlait dessus, armes dégainées, comme s'ils allaient le descendre s'il osait ne serait-ce que faire un pas de travers. Si on en faisait un film, cette scène serait probablement plus intense. Mais comme je l'ai dit, on était surtout soulagés que la situation reste relativement calme. Heureusement, ce n'était pas l'heure du duel. Tout ça pour des cartes, mec. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.